Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un peu le thème du malaise que l'on trouve depuis pas mal de temps dans le monde du travail. On sait que l'homme ne vit plus, qu'il fonctionne, qu'il ne travaille plus, qu'il bosse. Charlie Chaplin avait eu déjà le nez fin en faisant son film, là, Les temps modernes. Il avait eu un regard tellement perspicace sur ce que représentait l'automatisation de l'homme. Et Virgile Georgiou, quand il disait que l'homme est comme le piston d'une machine qui n'effectue qu'un seul mouvement et le répète à l'infini, tu vois. Des décennies de ce régime-là, et on crée des zombies, n'ayons pas peur des mots. Des zombies en proie à l'anxiété et au doute et au désespoir le plus total. Si je te disais que je connais une dame qui, pour pouvoir supporter le stress dans son milieu de travail, devait partir le matin en prenant un Lexomil. T'imagines, le Lexomil, ouais. C'est quand même censé être un médicament, un somnifère, quoi, que tu prends pour dormir la nuit, quoi. Et là, tu le prends pour te calmer les nerfs et supporter la pression grandissante faite dans le milieu du travail, tu vois. Cette pression est faite toujours pour accroître la productivité, la rentabilité de l'entreprise. Et après, on s'étonne qu'il y ait une recrudescence de suicides, tu vois, au sein de ces entreprises-là. Il faut voir la vie que l'on mène aux travailleurs. Alors que j'étais un jour à la CAF pour un rendez-vous, je me suis retrouvée dans un bureau face à une cinquantenaire, toute tremblotante, bégayante, stressée au plus haut point, qui me disait au bout de quelques minutes ne plus en pouvoir, tu vois, qu'elle devait traiter les dossiers, autant dire les bâclés, en tant de minutes, je me souviens plus combien, 7 minutes ou je sais plus, et que si elle dépassait ce temps-là, elle se retrouvait en zone rouge. Et après plusieurs ratés, elle était pénalisée financièrement et sa légitimité au sein de la boîte était remise en question aussitôt, donnant lieu à court terme à une expulsion éventuelle, tu vois. Donc voilà, tout est fait pour stresser le citoyen. Par contre, elle me disait que les petits jeunes qui rentraient là, elle, ça faisait 20 ans qu'elle était dans la boîte, hein. Ils avaient beaucoup de zèle à jouer ce rôle-là et que leur salaire s'en trouvait avantageux, très avantageux, puisqu'ils le gagnaient pratiquement le double d'elle, tu vois. Et elle disait aussi, bon, elle était sous tranquillisant aussi, hein, et que depuis, elle avait senti le vent tourner depuis très peu de temps, là, tu vois, c'était 4-5 ans, et qu'il y avait ce vent de folie, ce vent de nouvel ordre mondial qui balaye tout, quoi, finalement. C'était la suite logique de la construction de l'Europe. Hein. Bah voilà, tout à fait. Et ça, c'est dans tous les secteurs d'activité, hein, que tu trouves Tous les secteurs. Hein. Voilà. Alors on a après, et après évidemment on voit des choses disparates totalement, quoi. C'est-à-dire d'un côté on aura les fonctionnaires de l'Union européenne qui se battent pour avoir la place justement, parce qu'en réalité ce qui arrive, par exemple, il y a cette année, il va y avoir 340 fonctionnaires qui partent en retraite anticipée, c'est-à-dire à 50 ans, avec une pension de 9 000 € par mois. C'était approuvé là récemment, donc voilà quelque chose c'est dans l'ordre de 9 000 € par mois pour des personnages en fait qui n'en foutent en général pas une séance. Et puis voilà quoi. Qui font rien quoi. Voilà et ça n'empêche pas que c'est des personnages qui ne payent pas de cotisation de retraite, qui ne payent rien du tout, tout ça. Ils peuvent cumuler leur retraite, parce que si un fonctionnaire de l'Union européenne qui vient de Pologne ou je sais pas d'où, et qui a lui-même une retraite chez lui, il cumule cette retraite avec celle qui touche en tant que membre de l'Union européenne et en tant que fonctionnaire. Ah ouais. Voilà. Alors, c'est le pont d'or, tu vois, à partir de la retraite, voilà. Ah ouais, dis donc. Et qui c'est qui paye ça, évidemment, c'est toujours les Pékins qui doivent courater comme des chats maigres pour prétendument gagner leur vie. On est dans un monde de fous et qui ne peut pas être autrement que comme ça, du moment qu'on a perdu de vue l'objectif même de ce que représente la vie d'un homme. À partir de là,
Un homme, ça vaut plus rien. Tu parlais de Giorgio, il parle du citoyen, c'est le croisement de l'homme et de la machine. Ouais. Et actuellement, on est saturé des personnages, il y en a de trop. Ouais. Donc actuellement, c'est plus valable. C'est le matériel humain, comme il avait été appelé, n'a plus lieu d'être aussi nombreux. On peut virer, on ferme des usines, on arrête des chaînes de boulot, on peut arrêter la chaîne de la fabrication de l'homme, il y en a de trop. Un bon citoyen, c'est un homme mort. Actuellement, c'est ça, c'est que il faudrait en liquider plus de la moitié pour que les gens soient, pour que ça satisfasse en quelque sorte la volonté du nouvel ordre mondial. Et je peux te dire que c'est même dans le domaine de la police. Ah, mais c'est dans n'importe quel domaine, là, l'histoire n'est pas là. Il ouais. n'y a pas un domaine en particulier. Ils sont stressés à mort autant que n'importe qui. Mais partout. Ouais. Partout. Alors, il y a une collectivité de pomponnés, là, dans les oligarques. Bon, évidemment, il y a toujours des personnages pomponnés, mais je dirais que même ces fonctionnaires, là, qui sont en train d'être bien payés, grassement payés, ils sont bien payés parce qu'il faut qu'ils travaillent, enfin, qu'ils fassent ce qu'on leur demande, qui va dans le sens qui fasse tourner la machine, c'est ça? Oui, ça va dans le sens où on pourrait dire le nouvel ordre mondial veut que ça aille. Autrement, donc ils sont bien payés pour ça, mais sortis de là, ils n'ont pas plus de valeur que les autres, c'est-à-dire le moment venu, on s'en débarrassera comme le reste, et c'est pas un problème, tu vois. Oui, tout à fait. Et à Pékin, c'est clair qu'il doit travailler pendant 40 ans pour se retrouver avec, éventuellement, parce que c'est encore à voir, avec une pension de misère, ouais. Qui ne correspond plus du tout au coût de la vie, aux besoins, aux nécessités qui se mettent en place au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu veux réagir là contre? Il y a des gens qui essayent de réagir, qui divulguent tout ça, comme je le dis, il faut faire ci, il faut faire là. Mais à quoi bon? De toute façon, on peut pas changer on peut pas changer le point de départ, c'est-à-dire cette fausse route, cette erreur de direction, c'est-à-dire on peut pas changer le fait que la boussole n'est plus d'aplomb, donc on part dans les écueils, c'est tout. Ouais. Voilà. Tout à fait. Alors c'est clair que les uns ont des retraites de nabab pour n'avoir rien foutu toute leur existence, et d'autres ils ont des retraites de pauvres diables, et ils ont travaillé. En fait, plus tu travailles, moins tu gagnes. C'est un truc, c'est pas travailler plus, gagner plus, c'est travailler moins, gagner plus, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et travailler plus pour gagner moins. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors après, on va te parler de personnages qui occupent des postes, contrôleurs adjoints, des histoires, c'est des postes, tu sais pas à quoi ça sert à rien en fait. Mais disons que c'est là, quoi. Ben, ça sert à justifier les dépenses qui sont faites, tu vois, parce qu'il y a... Oui, ça sert, je sais pas, ça sert en tout cas à créer un mouvement une tension qui va, là, actuellement, on en arrive à un point où il va y avoir des paliers successifs de rupture, où il va pas faire se promener dans les rues. Il faut quand même justifier les dépenses. Oui, mais ils n'ont rien à justifier à l'égard de qui. Là, on ne leur demande plus de compte. Tu vois, il n'y a plus de compte à rendre à personne. Tu veux, qu'est-ce qu'un État? Il rend des comptes aux citoyens, quoi? En quel honneur? Depuis quand? C'est fini. Ouais. Et surtout, à présent, avec l'Union européenne, l'affaire est classée. Un président de République, c'est le maire de ton village, c'est tout. Ouais. Donc après, tu râles après lui, on en met un autre, parce que celui-là, ouais, ça va pas, ben mettez-en un autre. De toute façon, l'autre, ça continue, c'est sur la même lancée, puis l'affaire est classée. Et l'autre sera peut-être pire en plus. Ouais. Alors, comme on leur demande plus aucun compte à ces fonctionnaires d'administration un peu placés, ils ont décidé d'en profiter. En fait, leur retraite, c'est comme si on leur fait un chèque en blanc, tu vois. Ouais. C'est pas un problème, tu vois. Alors, tu sais... Il y a des gens comme des greffiers à la Cour de justice, par exemple. Ouais. Le type qui part, là, de greffier à la Cour de justice, va toucher 12 500 € de retraite par mois. Le juge, tribunal première instance.
12 900 euros par mois. Avocat général, 14 000 euros par mois. C'est des chiffres qu'on peut trouver sur Internet, qui sont là. Moi, je les ai sous le nez, devant le nez. Je suis pas en train de les inventer. Hein. Tu disais? Oui. Ce qui arrive, c'est que les élus, c'est l'ennemi du peuple actuellement. Ouais. Et puis bon, c'est pas pour les condamner. Il y a d'ailleurs des personnages là-dedans. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais j'entends, c'est à peu près, dans le sens que c'est comme ça d'une façon générale. Un idéaliste qui voudrait faire autrement, de toute façon, il se fait blackbouler, il ne pourra pas obtenir une place intéressante, parce que si ça va à l'encontre déjà d'une éthique normale, donc il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il fasse partie du club, on peut dire, il faut qu'il soit parmi ses amis. Autrement, ça ne peut pas faire. Bon. Donc, on est dans un truc qui est complètement à côté de la question. Voilà, c'est tout. Et tu vois, pour en venir toujours encore à ces pensions, c'est des pensions, on parle de 40 ans de travaux pour le Pékin normal, 40 ou 42 ans de cotisation. Eux, ils ont 15 ans. Ça leur suffit, c'est 15 ans et demi pour valider une carrière complète. Voilà, c'est marqué ça. Et 15 ans et demi, voilà, donc ça leur permet de valider une carrière complète et ils ne cotisent pas en plus. D'accord. Voilà. Donc, au bout de 15 ans, ils ont une retraite bien installée. Voilà, ils ont leur retraite installée. Donc, comme je dis tout à l'heure, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Et s'ils font que 10 ans, tu m'avais dit un truc là aussi. Après, ils auront un peu moins, mais j'entends de toute façon, au bout de 5 ans, ils ont déjà une retraite qui correspond à une retraite, il faut déjà y aller pour l'avoir, quoi. Le taux plein, c'est 15 ans et demi, voilà. Voilà, c'est ça. Alors que c'est je crois 42 ans, ça sera, ou 41 ans pour le Pékin. Voilà, ou 40 ans, quoi. Il y a quand même des injustices, là. Alors, liberté, égalité, fraternité... Ah, mais ça, c'est du pipeau, ça. C'est du pipeau, c'est pour faire marcher faire chanter la Marseillaise ou d'autres chants patriotiques aux différents Pékins des pays en question. Et tous les pays en sont là, actuellement. Voilà, alors, tu vois, là, ils font du sbrouf en disant que le pire dans cette affaire de ces retraites dont je parle, c'est que ces super retraites, ils ne cotisent pas un centime d'euro. Mais bien sûr, quel honneur est-ce qu'ils iraient cotiser? Je ne vois pas pourquoi. Hein. Tout est à la charge du contribuable, mais bien sûr. Donc, nous cotisons, nous cotisons plein pot toute notre vie, et au moindre retard de paiement, c'est la déferlante de rappels, d'amendes, de pénalités, etc. Aucune pitié. Ben, eux, ils sont carrément exonérés. Et voilà, on croit rêver. Mais non, on ne croit pas rêver, c'est comme ça. Puis voilà. Voilà où on en est. Et puis ça, c'est encore la partie visible de l'iceberg. Il faut voir un peu ce qui se trame derrière tout ça. Il y a des gens qui eux, sont les meneurs de toute cette histoire. Eux, ils n'en sont pas des 9 000 euros de retraite ou 10 000 euros de retraite par mois. Ils en sont, c'est 10 000 euros de retraite par jour. Tu comprends, c'est encore une autre affaire. Là, on tombe dans une autre combine. Ouais. Voilà. C'est disproportionné à outrance. Ouais. Et tu vois, les magistrats, on te parle toujours de magistrats de la Cour des comptes européenne. Alors, ils sont censés contrôler si les dépenses de l'Union européenne sont légales, fait au moindre coût et pour un objectif auquel elles sont destinées. Donc, ils profitent de ce système et ne payent pas de cotisation. Et que dire de tous ces technocrates qui ne manquent pas une occasion de jouer les gendarmes de Bruxelles. Tu vois, et ils n'arrêtent pas de donner des leçons d'orthodoxie budgétaire. Ouais. Alors qu'ils ont les deux mains jusqu'au coude dans le pot de confiture. Non, mais il faut arrêter, là, j'entends. On y est. Donc, il n'y a pas à arrêter. De toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Non, ça ne s'arrêtera pas. L'histoire, c'est qu'il faut le savoir et qu'on ne veut rien changer, ni en faisant une guerre ou une révolution, machin, où on ne prend que d'aggraver les maux déjà existants pour toujours les mêmes les mêmes personnages. Ouais. On ne va rien changer, on ne va pas remettre les choses à leur place de cette manière-là. Il y a quand même pas mal de gens qui ont compris que on ne peut pas changer grand-chose. Parce que tu verrais le taux d'abstentionnisme qu'il y a eu là aux dernières élections, c'est incroyable. Hein.
Oui, ça c'est entendu, mais pour dire, de toute façon, abstention ou pas, ce qu'il faudrait réussir, c'est à retrouver la position de l'homme dans le sens de... Attends, redis ça parce que ça a coupé. Il faudrait retrouver la position de l'homme dans le sens de sa raison d'être. Il faut, voilà où tout un chacun peut essayer d'aller retrouver une possibilité de redressement. C'est tout simplement là. C'est pas dans un redressement pour changer, je sais pas quoi, sur le plan de la mise en place des règles économiques. L'économie, c'est la nouvelle doctrine. Le nouveau Dieu, c'est le fric. Et c'est là où il faut changer quelque chose. Il faut retrouver une position initiale et mettre ça au rang qui lui revient, c'est-à-dire tout là-bas derrière. Ouais. Et là, on peut revoir les choses par un autre bout. Donc le changement, il vient bel et bien de nous, quoi. Et puis il est vraiment interne. Ouais. À mon avis, c'est irréversible. Voilà. C'est irréversible. Et comme je te dis, du monde, il y en a actuellement par rapport aux possibilités de survie dans notre 21e siècle, par rapport à la mécanisation et tout ça, il y a de plus en plus de monde qui est devenu en quelque sorte parasitaire par rapport à ça. Ça veut dire, quand je dis parasitaire, c'est pas dans la réalité, dans le sens que si on retrouve ce que représente un homme et quelle est sa raison d'être, il n'y a pas de parasitaire qui tienne. Mais par contre, si on ne tient pas compte de ça, on peut enlever les 3/4 de la population, on sera toujours bien assez nombreux pour faire fonctionner le schmilblick. Ouais. Voilà. Et tout ça pour dire? Eh bien, tout ça pour dire que voilà où la chatte a mal aux pieds, et actuellement tous ces excès, ces injustices, tout ça, elles font partie de ce décor. C'est-à-dire que comme l'homme n'a plus aucune espèce de valeur, il n'y a pas de droit de l'homme qui tienne, il n'y a rien de tout ça. C'est que du vent. Il s'agit d'en virer le maximum, d'en faire mourir le maximum, ce qui veut dire qu'on les stresse à mort, on les dorlote d'un autre côté, mais de toute façon on les délicatise d'un biais comme d'un autre, on en fait des proies. Voilà. Ouais, c'est sûr. Alors et après il y a les rouspéteurs qui croient qu'ils vont pouvoir changer quelque chose. Tu vois, quand il marque qu'il est hors de question que les technocrates européens continuent de jouir à nos frais et en toute impunité de telles retraites, nous allons leur remettre les pieds sur terre. Mais c'est pour rigoler, moi je suis bien d'accord. Mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment? Quel pied sur terre? Comment? Avec quoi? Ouais. Non, c'est utopique. C'est de l'utopie. Ouais. De toute façon, ça on est parti dans un vent c'est comme une avalanche. Ouais. Il veut dire que celui qui tombera les pieds sur terre, c'est qu'il y en aura un autre qui aura pris sa place. Ouais. Voilà ce qu'il y aura. Ok, ben écoute, je te remercie bien, on va s'arrêter là. Et puis, bon, ben voilà. Voilà, en tout cas, disons, il faut en revenir à ça, c'est que si on ne retrouve pas les valeurs réelles de ce que représente un homme en tant que tel, l'affaire est perdue. Eh ben voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ça va, bien dormi? Ça va, ça va. Bon, je voulais te demander un truc. J'étais dans le constat Dieu fric, le Dieu fric. Tu as l'air de dire que les révolutions, dans le cours de l'histoire, avaient toujours aggravé les choses. Qu'en fait, le changement faisait passer d'une situation infernale à une situation encore plus infernale. Ouais. Donc, tu vois, c'est Léo Ferré qui disait les révolutions, parlons-en, le révolto par excellence, tu sais. D'ailleurs, à une époque, bon, moi j'ai pas mal aimé le tempérament impétueux de ce personnage, mi-bobo, mi-anard, anticonformiste, avec sa fougue naturelle qui l'animait. Alors si ces chansons ont fait écho un temps à une révolte sous-jacente qui était en nous, prête à mûrir, à s'exprimer, qu'en est-il aujourd'hui, tu vois, de ces belles paroles? Il reste pas grand-chose, il n'y a plus rien, comme il dirait. Tu vois, il a fait une chanson qui s'appelle « Il n'y a plus rien », ben il reste plus rien, en fait.
En fait. Et dans sa chanson Les Anards, il dit ils ont tous ramassé des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Tu vois, c'est l'anarchisme dans toute sa puissance, quoi. Justement, je me demandais si tous ces mouvements révolutionnaires, en fait, c'était pas une révolte plutôt contre Dieu. D'ailleurs, dans sa chanson Il n'y a plus rien, à un moment, il dit, en parlant d'un enfer terrestre, tu vois, d'une injustice terrestre, il dit là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnu par ses admirateurs, Dieu est une idole aussi, tu vois. Tu vois un peu le truc, quoi. Ouais, ouais. Bon, c'est du brassage d'idéologie, ça n'a rien de constructif de toute façon. On peut quand même pas lui enlever son talent d'artiste, de poète, tu vois, Si on veut appeler ça de la poésie, on peut. Alors on est dans le sens moderne du terme, comme on a parlé d'artistes sur le plan moderne, qui sont des témoins d'une époque et qui ne sont plus donc en train d'exprimer un état. Oui, donc oui. on parle de l'artiste sur le plan moderne, on est complètement hors sujet par rapport à des données traditionnelles. Alors. Ah ben là c'est clair. Bon, voilà. Donc c'est tout, ça n'a aucune espèce de valeur sur un plan où, disons, alors, ça peut nous intéresser personnellement de chercher une position qui correspondrait à quelque chose par rapport à une valeur humaine. Ça n'a plus rien à voir. C'est du bruit. C'est du bruit qui fait partie du bruitage de cette descente de cycle, c'est rien d'autre. Est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Et quand je dis que les révolutions n'ont jamais apporté autre chose qu'un désordre supplémentaire, tout simplement, c'est qu'il n'y a qu'à voir. On parlera de la Révolution française, où il y a eu à un moment donné la chute des royaumes, mais cette chute des royaumes, elle a commencé bien avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a viré les derniers rois, c'était plus des rois, mais on a viré la royauté en même temps, c'est-à-dire que le sens profond et le processus en lui-même de la royauté, qui est quelque chose de parfaitement valide, a été jeté au profit de ce qu'on appelait la démocratie, qui est une absurdité en soi. Oui, en fait, on a viré, en virant les rois déchus, on a viré le principe de la royauté qui avait une valeur en soi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit on a viré le bébé avec l'eau du bain, tiens. Ben c'est ça toujours, c'est toujours ça. Ça ne peut pas être autre chose. Voilà, c'est ça parce que c'est pas un retour à une position initiale. On n'a pas viré des rois déchus pour mettre des rois qui avaient de nouveau la position exacte qu'ils devaient avoir. On a viré ça dans l'ensemble pour laisser place à une nouveauté qui a été appelée la démocratie, qui est une absurdité en soi. C'est un idéalisme. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus bien avant la chute des rois sur la démocratie. C'est une utopie, tout simplement. Alors, on peut faire des constructions de cet ordre-là, mais dans la pratique, ça ne peut jamais marcher. Voilà, c'est tout. Parce qu'on ne tient plus compte de l'ordre hiérarchique réel des choses, naturel des choses. On ne tient plus compte de tout ça. On fabrique, c'est une fabrication, c'est un ersatz. Donc voilà, et les révolutions de révolution en révolution, on voit bien les résultats. Il y a eu les révolutions par rapport au communisme, par rapport à une multitude de choses. Il y a eu mai 68, il y a eu ici et là. Sans compter que ces révolutions, elles sont la plupart du temps fabriquées de toutes pièces par les institutions en place. Donc, Oui, de toute manière, c'est de toute façon des mouvements qui vont dans un sens, et il n'y a qu'à voir où nous en sommes actuellement sur le plan de l'humanité. Et donc, toutes ces révolutions, y compris mai 68, où il y a encore des 68ards qui sont encore de ce monde, qui ont participé à tout ça, etc., il y a qu'à voir le résultat. Alors, la prochaine, c'est quoi? Contre quoi est-ce qu'il faut se révolter? Contre le fait d'avoir des enfants, puisque les enfants actuellement, c'est un problème.
Donc les enfants, les enfants, fini, les enfants. C'est l'absurdité par excellence, et on baigne là-dedans, et tout le monde participe de ça, et puis voilà. Moi, je m'en rappelle de l'époque de Léo Ferré. Oh, j'avais des copains qui étaient en plein dans le coup. Alors, on peut pas en plus. J'avais un copain qui était secrétaire des anarchistes sur Paris, là. Il était en plein dans l'histoire, on l'entendait à la radio. Il était, bref, mais un chic type, hein, d'ailleurs. Un chic bonhomme. En lui-même, pris séparément, un brave type. Cœur sous la main, tout ce que tu veux. C'est pas ça. Mais c'est une erreur d'aiguillage. C'est une forme d'humanisme. On se révolte contre un abcès qu'on a sur le poignet, mais on ne cherche pas à comprendre où est la cause. Donc là-bas, l'abcès, on le coupe, et puis voilà, ça y est, c'est classé. C'est classé, ben il pousse 3 fois plus gros dans le dos. Mais j'entends, à un moment donné, c'est absurde, et ça se voit que c'est absurde. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors bon, moi je voyais tous ces copains qui étaient dans cette histoire, je trouvais, me faisait rire dans le sens qu'ils étaient tellement pris dans leur histoire, puis il y a un côté comique, puis ils étaient contents d'aller en découdre à un moment donné, à lancer 2-3 pavetons, se mettre en face des autorités prétendues, etc. Et j'avais un copain qui était peintre, qui était sur Paris. Là, son thème, c'était les signes précurseurs de la répression. Alors, tu avais tout. Jusqu'au curé qui se promenait dans la rue, qui était un signe précurseur de la répression, etc. Il était là-dedans jusqu'au cou. C'était virulent, et en même temps, tu voyais ce bonhomme, c'était vraiment un type, un humaniste. Un humaniste, voilà, dans le sens qu'il aurait secouru n'importe qui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et pour lui, il leur faisait il n'aurait pas pu dormir s'il avait loupé ça, tu vois. Ouais, voilà, donc tout est bien joli, mais simplement ça baigne dans un niveau qui fait que, en réalité, ça n'est que la prolongation, la suite de la déconfiture, de la dégringolade, de la décomposition. Ouais. Et d'ailleurs, ces mouvements révolutionnaires là communistes, ils ont participé allègrement à la destruction de l'image de Dieu, si on peut dire. Hein. Mais tous les mouvements révolutionnaires ont fait ça, tous. Puisque la mise en place, le roi, il était représentatif de quelque chose, et il était sacré par rapport justement à des données qui, elles, sont d'un ordre qui vont bien au-delà de considération humaine. Voilà, le roi, il est le représentant de Dieu sur terre, sur un certain plan. Il est régi par une autorité qui, elle, est l'autorité spirituelle. C'est tout un contexte qui est en accord avec un principe fondamental. Bon, donc, à un moment donné, quand tu veux décapiter tout ça, tu détruis le processus qui, lui, et c'est comme si tu détruis, en quelque sorte, la raison d'être pour une femme d'avoir des enfants. Tu lui détruis ça. Puis après, elle n'a pas besoin d'en fabriquer, qu'elle en a adopté, on fait n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. C'est tout, tu vois. Puis après, quand on parle de poète, c'est de la rimaille qui correspond à des époques, tu vois. Je mange du cirage pour arrêter d'être blanc, etc. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, n'appelons pas ça de la poésie. Soyons quand même un peu près, pour rester un peu près, j'entends, avec un peu de bon sens. Alors c'est ça, il est sympa, moi je te dis, moi j'ai rien. Bah, tu l'as connu, toi? Je l'ai connu pas perso à discuter avec, mais je te dis, le copain là qui était sur Paris, c'était un de ses potes,
Et il m'a fait écouter des chansons qui n'ont jamais paru dans le marché. Inédites. Oui, des inédites, il en a fabriqué des paquets, bref. Ah, puis lui, c'était son idole, quoi. Je veux dire, c'était là, voilà, écoute ce qu'il dit, ça, c'est, et si et là, et patin coupant, bref. Je te dis un truc, c'est que regarde où nous en sommes, et on a continué tout simplement sur la même pente, et puis après, ben, qui sait qui va me dire la suite, où est la prochaine révolution, qu'est-ce qu'elle va apporter, c'est tout, ça ne colle pas. Ouais. On aurait envie de dire qu'est-ce qu'ils ont apporté, quelle pierre ont-ils apporté à quel édifice? Mais c'est pas ont-ils, c'est que c'est un mouvement en lui-même, c'est une mouvance. C'est une mouvance. Ça fait partie d'un mouvement qui va dans une direction. Donc ça en fait partie, c'est tout, puis voilà. Donc voilà, on part de là. Cette direction, c'est toujours la même, c'est-à-dire celle de la dégringolade. Eh oui, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Alors après, on peut, pour pouvoir faire passer la pilule, il faut toujours qu'il y ait un aspect attractif. Et puis ils arrivent toujours, les personnages qui sont les, bon, je dirais pas les fomenteurs, parce que c'est encore autre chose, mais qui sont les porte-drapeaux de toutes ces révolutions, ils arrivent pile au bon moment, dans un climat où effectivement, un climat propice, quoi. Ils sont au bout du nez, ouais. On est obligé d'être d'accord avec eux, mais il ne faut pas dépasser le bout du nez, parce que si on dépasse le bout du nez, c'est fini. Ouais. Alors, et comme on a acclimaté les gens à ne pas jamais dépasser leur bout du nez, bien sûr que tout marche dans cette direction-là. Ouais. Et le nez, on est en train de le couper de plus en plus, ce qui veut dire que le bout du nez serait très si encore. Ouais. Voilà. J'ai envie de poser la question, quelle est la révolution qui se prépare actuellement? Oh bon, écoute, moi tu sais, je suis pas quelqu'un je suis pas un visionnaire à ce niveau-là, mais disons que sans chercher à être visionnaire, je pense que tout un chacun est en train de voir que ça va pas en direction d'une véritable amélioration. Oh mais ça c'est évident. Eh ben donc dans ce cas-là, après n'importe qui. De quelle manière est-ce que c'est un petit peu comment de savoir de quelle manière est-ce qu'on va mourir? Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a un putsch ou à chaque fois qu'il y a quelque chose, un changement, tu vois, même à l'époque, tu vois, quand Hitler est venu, quand il est arrivé, c'est qu'à un moment il y avait vraiment un climat de malaise en Allemagne, etc. Et puis lui est arrivé comme le sauveur, tu vois. Et là, bon, on est dans un malaise terrible. Qui va arriver comme un sauveur? L'antéchrist, tu crois? Bon, écoute, tu sais, dans un climat comme celui dans lequel on est, c'est clair qu'il a beau jeu, hein. Ouais. Il a beau jeu. Pour qu'un personnage comme Hitler ait pu passer, il faut donc un état d'esprit, faut que les gens soient dans un état d'esprit où, franchement parler, quand je parle du bout du nez, c'est encore bien, bien loin. Mon père, avant la guerre 39-45, il parlait avec des gens, il disait, vous voyez pas qu'il est en train de vous amener dans un guêpier infernal, et que personne ne voyait rien de tout ça. En parlant de qui? En parlant d'Hitler. Ah oui. Alors, si on ne voit pas ça, bon, ma foi, ça veut dire que, tu vois, il y a un aveuglement qui fait partie aussi de ce décor, c'est qu'il faut être dans un aveuglement pour arriver à se lancer en bas le vide, là, puis c'est que quand tu es en train de tomber, que tu dis, ah, voilà, nous sommes là, nous sommes pris, crièrent les poissons quand ils étaient dans la poêle. Oui, c'est ça. C'est tout. Et on pourrait l'appeler l'antéchrist, on pourrait l'appeler l'ultime pseudo-sauveur. On peut l'appeler comme tu veux, il s'agit sur le plan traditionnel, de rechercher à savoir ce que ça signifie, ça, et puis après on l'appellera par son nom, hein. Autrement on est de nouveau dans un idéalisme, qu'il soit dans un sens ou dans un autre, ça reste donc quelque chose de creux, et puis voilà, c'est tout. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que aucun personnage, aucune situation quelconque ne viendra améliorer la situation. Que le changement il se fait à l'intérieur de nous et basta, quoi. Oui, pour faire un redressement ne peut pas être fait par un idéalisme humain quelconque. Ça, on l'aura compris, hein. Bon, non. Pas du tout. Ah bon? Non. Pas du tout.
suffit qu'un personnage arrive avec ce qu'il faut comme drapeau, et c'est parti. C'est reparti jusqu'à la mort, c'est comme ça. Ah ouais. Voilà. En fait, l'homme n'arrive jamais à tirer des leçons hein, de ses échecs passés, d'une histoire. Bon, tu as marqué ça même sur un endroit de ton profil, que l'expérience c'est comme une lanterne accrochée dans le dos, elle éclaire le chemin déjà parcouru. C'est tout. Ouais. Rien d'autre. Effectivement. Le problème c'est que le chemin déjà parcouru, il est sombre. Il est sombre quelque part, mais au moins on voit qu'il est sombre. Et actuellement, il y a quand même aussi certains changements sur un certain plan. C'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui non seulement voient le chemin de parcouru comme étant sombre, mais ils voient que le chemin à parcourir apparaît comme douteux. C'est une façon comme une autre d'ouvrir les yeux. Mais je te dis bien, c'est la théorie des poissons dans la poêle, quoi. Ouais. Donc aller rechercher cette lumière qui est en nous, hein? Ah ben ça, de toute façon, la seule révolution qui pourrait avoir de la valeur, et puis qui ne s'appellera plus révolution, c'est vraiment un retour sur une donnée, un retournement complet de position de l'homme. C'est un changement de cap, c'est pas un changement de drapeau. Alors finalement, la vraie révolution, c'est le djihad intérieur, quoi. Oui, c'est ça. Le djihad intérieur. Alors on l'appellera plus révolution, bien au contraire. C'est plus de l'anarchisme, bien au contraire. On va vers une soumission à quelque chose qui est en soi-même, ce à quoi il faut se soumettre de manière à être dans la paix véritable. Ouais, voilà. Bon, ça n'a strictement rien à voir. D'accord. Voilà. C'est cohérent. Tout ça, comme j'ai dit, tout en comprenant très bien tous ces mouvements, et n'ai jamais eu une antipathie particulière contre des Léo Ferré, contre des personnages comme ça. Pas du tout, au contraire. Moi, j'ai juste trouvé sympa, ces gaillards. Ouais, disons, ils nous ont fait profiter de leur colère. Oui, moi j'ai jamais compris et écouté vraiment les paroles. Je trouvais sympa parce que ils rouspètent après des trucs qui en fait tout le monde rouspète à l'intérieur, puis il n'y en a pas un qui dit un mot. Eux ils se mettent à brailler. Bon, il y a un côté sympathique à ça. On a l'impression qu'ils disent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, tu vois. Et ça va un peu, même sans penser jusque là. Bon, tu dis c'est bien sûr. Je te dis que il y a longtemps qu'on le sait, il y a longtemps qu'on le dit. Moi, il y a longtemps vu par ce bout-là, il y a longtemps que j'étais un anarchiste, tu comprends? C'était pas d'aujourd'hui. Je me disais, tiens, il se réveille. Donc, tu vois, c'est bon, moi, pour moi, c'était déjà classé depuis longtemps, toute cette histoire. Okay. Tant que j'y croyais plus, et j'y ai jamais cru, je dois dire, à cette espèce de procédé qu'on veut nous inculquer depuis le départ, depuis les écoles, pour faire l'honnête citoyen. À quoi ça correspond? C'est ridicule. Ouais. C'est ridicule en soi, c'est pas que ça vaut pas la peine d'une révolte. Si on se révolte de la manière dont les révoltes se font, ça veut dire qu'on y a cru. Alors de fait déjà d'y avoir cru, c'est mauvais signe. D'accord. Ok, écoute, on va s'arrêter là, je te remercie beaucoup. Et puis, bonne journée pluvieuse à toi. Oh, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris concernant ce qui a été dit dans le constat, les révolutions, parlons-en. La révolte, c'est aussi un sentiment qui peut être justifié quand il s'agit de réprouver une situation d'injustice. C'est quand même le refus d'obéir à ce qui est censé être faux, tu vois? Et quand on est épris de vérité, c'est presque honorable que d'être révolté, tu vois? Oui, tout à fait. Oui. Alors bon, quand on sait que Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire libres, qu'est donc devenue cette liberté, j'ai envie de demander? Oui, bien sûr. Dans ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde, c'est très difficile de prendre une référence comme ce monde, puisque ce monde, il est dans un état de folie totale,
Donc les mots n'ont plus la même signification, plus rien n'a la même signification. Alors, si on veut parler de l'état de liberté ou l'état d'esclavage, actuellement l'homme n'a jamais été autant esclave que actuellement ça n'a jamais eu lieu. Il fut une époque où les esclaves, mettons même dans le sens le plus péjoratif, si on voulait les conserver, il fallait les attacher, les enchaîner, il fallait utiliser pas mal de moyens pour y arriver, après il n'y en a plus besoin. On n'a plus besoin de les enchaîner, ils sont enchaînés d'une manière interne, c'est terminé l'histoire. On a des chaînes virtuelles. Et le plus grand des esclavages, qui est le plus difficile, disons, à se libérer, c'est le fait d'être esclave de ses désirs et de ses envies. Et actuellement, qui sait qui fait quelque chose alors qu'il n'en a pas envie, n'a pas un désir. Tu vois, c'est devenu c'est la motivation. Si j'ai envie, je fais. Si j'ai pas envie, je fais pas. Voilà. Donc on est dans un état d'esclavage le plus total. Voilà. Alors que ce devrait être le discernement qui motive ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Tout à fait, mais le discernement, donc il faut qu'il soit encore existant. Là, il est noyé justement par ces... Je te dis, quelqu'un, il va discerner dans les théories, dans les explications. Oui, comme on parle là, tout est bien, mais à un moment donné, devant une situation, voilà, on va choisir ça parce que je veux pas faire ça, j'en ai pas envie, ou je vais faire ça, j'ai envie de faire comme ça. Donc j'ai envie, j'ai pas envie, c'est ça le motif, c'est ça la motivation, donc c'est ça l'esclavage le plus total. Et on se retrouve être comme un petit bout de liège qui va au gré du vent, de ci, de là, tu vois. Oui, puis au gré d'un vent qui lui est un vent de tempête en réalité. Voilà, et c'est ça le hic de l'histoire. Quand on remonte l'histoire au niveau de l'esclavage sur le plan historique, il y a eu plusieurs sortes d'esclavage. Il y a eu l'esclavage patriarcal, qui consistait donc à ce qu'un maître soit responsable de son esclave. Un esclave, il était esclave tout simplement par caste, pas simplement parce qu'on en avait besoin pour l'utiliser à faire je sais pas quoi, c'est qu'il n'avait pas la possibilité de lui-même de pouvoir gérer sa vie, son existence. En fait, le maître était un peu le tuteur de l'esclave, en fait. Tout à fait, il était le tuteur et il était responsable de cet esclave. Dans le sens qu'il était responsable de tous ses faits et gestes, de tous ses actes. De son devenir. De son devenir et de tous ses actes. C'est lui qui était responsable. On ne pouvait pas commencer à demander des comptes à un esclave, puisqu'il est inapte à pouvoir gérer son existence. On n'a pas de compte à lui demander. Un peu aussi comme un parent avec son enfant. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu des cas où, à un moment donné, un esclave peut très bien... Quand un esclave était libéré, il n'était pas libéré parce qu'il avait accompli, je ne sais pas, tant d'années de travaux forcés, et puis qu'à un moment donné, c'était l'heure de la retraite, tu vois, comme on fait dans une société comme la nôtre. C'est pas ça. S'il était libéré, c'est qu'il avait retrouvé sa liberté dans le sens réel du terme, et qu'il était apte donc à gérer sa propre existence. À partir de là, le maître le libérait, et cette liberté, c'était pas quelque chose d'approximatif, c'était pas une libération conditionnelle, c'était quelque chose, c'est que le personnage ayant retrouvé un état qui est cet état de liberté en tant qu'homme, était donc libre au même titre que le maître. Alors je ne sais pas comment ça s'est créé, ce phénomène d'esclavagisme à la base, mais qu'est-ce qui a déterminé le fait que tel homme s'est retrouvé dans telle situation? Quels sont les critères en fait? Ben, c'est des critères de caste, on en a parlé des castes, donc on connaît, voilà, il y a des personnages qui ont une dimension qui font qu'ils sont plus près du centre ou plus éloignés, et ça, faut rentrer donc dans ce genre de domaine-là. Oui, bon, on en avait parlé. On ne pourra pas étaler ça avec de la discussion. Alors, disons, pour en venir à cet esclavage, il y a même eu des cas
où à un moment donné, l'esclave libéré mariait la fille du maître. Hein. Je veux dire, ça veut dire que c'est une véritable libération, c'est pas quelque chose d'approximatif. Ouais. C'est qualitatif. Ouais, d'accord. C'est une libération sur le plan qualitatif. C'est pas tu es libéré d'une peine que tu as subi par rapport à quelque chose que tu aurais fait de travers. Ça n'a rien à voir avec ce genre de données. C'est pour ça qu'il faut rentrer là-dedans par un autre bout que par ce bien et mal dans le sens moraliste du terme. Tout à fait. Alors là, on peut faire quand même une sacrée analogie, hein, tu vois. Étant donné qu'on est vraiment des esclaves modernes, hein, par rapport à tout un tas de choses, hein, va demander à quelqu'un de vivre sans son portable maintenant, hein, c'est simple pourtant. Hein. Oui, mais là, alors, si on veut chercher le nombre de petits détails auxquels on est rattaché et qui fait que si on les enlève, on est complètement déséquilibré, ça, c'est clair que là, il y en a une multitude, c'est une affaire entendue. Mais enfin, pour en venir à l'esclavage, ensuite de ça, il y a eu l'esclavage dans le sens de la dégénérescence qui a fait qu'on a exploiter en quelque sorte des personnages pour en faire des forçats, pour leur faire exécuter des travaux lourds dans n'importe quelle condition. Et ensuite de ça, il y a eu ce marché où on a vendu des esclaves, comme ça a été le cas avec les élites de l'Amérique, avec tout ça. Et ça a démarré pas mal aussi dans les pays africains. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des révoltes qui sont impossibles à calmer, dans le sens qu'il y a eu des races en Afrique qui ont été exploitées à ce niveau-là, par le monde arabe, par exemple, à une certaine époque, et il y a une rancœur, une mémoire à tout ça, qui réapparaît à la surface des choses, et qui fait que c'est irréversible. Oui, il y a du ressentiment, quoi. Oui, c'est une espèce de mémoire, c'est une mémoire qui revient. C'est comme la mémoire des gens qui ont été colonisés. C'est des générations après que cette mémoire réapparaît parmi cette jeunesse, où il y a une haine puissante après les gens qui les ont colonisés alors qu'eux-mêmes n'étaient pas présents à ce moment-là. Tu vois ? Alors c'est des choses qui réémergent, qui réapparaissent. Il n'y a rien qui peut s'étouffer comme ça. À un moment donné, les choses restent latentes pendant un moment, mais tout d'un coup, hop, ça explose de par-ci, de par-là, et puis voilà. Quoi. Et ça continue, hein, c'est devenu insidieux, mais ça continue, cette oppression qui est faite par rapport à... Alors bon, tu parles de l'homme noir, mais ça continue, hein, je veux dire, à tout niveau. Hein. Oui, mais je parle de l'homme noir, parce que c'est une époque comme ça, mais... Actuellement, l'homme de n'importe quelle couleur, il est dans un état d'esclavage le plus total, y compris ceux qui sont prétendument en train de gouverner le monde, qui se croient en dessus de tout, ils se croient en dessus de tout parce qu'ils sont esclaves de cette position, et cet esclavage-là, ils vont pas s'en défaire comme ça. Ouais. Donc là, ça a sombré dans une irréversibilité des choses. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à la base, l'esclavage, c'était quelque chose qui avait sa valeur et qu'il a dégénéré lui aussi ? Tout a dégénéré. Après, on peut dire ceci, on peut dire cela. On peut pas être absolu dans un truc ou dans un autre. Il s'agit de savoir ce que représente telle forme d'esclavage plutôt que telle autre, savoir quelle est la gravité, la différence qu'il y a entre l'une et l'autre, quelle est sa signification. Donc il faut savoir discerner l'ensemble de toutes ces choses-là. Il n'y en a pas un qui vaut, qui cible, l'autre qui vaut rien. Chacun a une place bien précise. Simplement, on parle beaucoup d'esclavage. Il fut un temps où les gens vivaient comme des esclaves. En réalité, c'est une mythologie à quelque part, dans le sens que actuellement l'homme vit comme un esclave. Il n'a jamais été aussi loin dans le sens de l'esclavage, de l'esclavagisme. Voilà, c'est tout. On nous tient vraiment... Et ça par rapport à des données qui sont beaucoup plus fondamentales. Qu'est-ce que l'homme? Quelle est sa raison d'être de nouveau? À partir de là, si on prend ça comme référence, on s'aperçoit bien que l'homme est dans un état d'esclavage.
Il est réduit à l'état d'esclave, voilà. Ouais. C'est tout. Dans le sens le plus péjoratif, on pourrait dire, du terme. Et pour en venir aux révoltes, eh ben, les révoltes qui ont eu lieu au cours de l'histoire n'ont jamais empêché, par exemple, pour en venir aux esclaves, ces esclaves qui ont été exploités, donc ce système d'esclaves, d'exploitation de personnages pour leur faire des travaux forcés, la révolte de ces gens-là, elle n'a pas amené la suppression de cette exploitation. Elle aura amené une répression énorme dans on pourrait dire dans l'esclavage patriarcal. À partir de là, c'était interdit de ci, interdit de là, ce qui veut dire qu'un personnage qui restait dans l'ordre traditionnel et qui était un maître et qui avait autour de lui un personnage qui était appelé un esclave dont il était responsable, ce personnage-là, lui, était hors la loi. Les autres, les marchands d'esclaves réels, dans le sens péjoratif, eux, ils sont hors la loi, mais de toute façon, c'est des opportunistes. Ils font un coup fumant, c'est-à-dire qu'ils embarquent du monde dans un endroit, ils massacrent ceux qui les dérangent, ils déplacent, ils déportent les personnages qui vont vendre plus loin, puis après, hop, ni vu ni connu, puis personne les voit, on ne sait pas qui c'est, tu vois. Et puis personne ne va ouvrir tellement faire tant de tralala. Il n'y a qu'à voir actuellement le nombre de personnages qui viennent travailler en Europe, qui viennent des pays de l'Est, qui viennent de Chine, qui viennent de ci, qui viennent de là, qui sont exploités par des personnages qui sont sur place, qui sont là, qui leur louent des appartements où ils sont 25 dans une pièce, qui payent des loyers d'enfer avec ça, qui n'ont aucune espèce d'hygiène, rien du tout, qui travaillent pour des prix de misère qui sont exploités à l'extrême. Donc cet esclavage, dans ce sens-là, il bat son plein actuellement encore plus qu'à une certaine époque. Exploité, voire même maltraité. Bien sûr. Et puis le nombre de filles, de femmes qui sont pris, et de garçons d'ailleurs, pour la prostitution, qui est une forme d'esclavage qui est assez virulente tout de même. Oui. Voilà, donc on y est en plein, ça n'a jamais été aussi florissant. Mais ça n'a jamais été aussi sordide dans la forme. Voilà, ça n'a fait que de s'aggraver. Ce qui a disparu, c'est la forme ancienne, comme je parlais tout à l'heure de l'esclave patriarcal. Et pour ça, je ne vais pas m'expliquer là-dessus parce qu'il y en aurait pour des heures et il y a des ouvrages qui sont très explicites dans le monde traditionnel, où on voit quel est le rôle de l'esclave dans ce sens-là, quelle est sa position. Je recommande encore mon Fred, qui lui a vécu dans des lieux où ces choses-là avaient encore cours, et qui a donné une idée assez précise de ce à quoi ça ressemblait. L'esclave du batteur d'or, c'est ça ? Entre autres, et puis il y a d'autres écrits dans lesquels il fait mention de certaines choses, parce que il a vécu au milieu de ce monde, de tous ces mondes, où ces choses-là étaient encore existantes. Et c'est de cet esclavagisme-là dont on parle dans l'islam, dans le Coran. Oui, parce que bon, c'est vrai que les détracteurs, ils s'en servent souvent, tu vois, de ça. Et en fait, il est dit qu'il faut traiter bien l'esclave à tout moment. C'est ce discours-là qu'on entend. Alors c'est vrai qu'avec la vision qu'on a de l'esclavage moderne, de l'esclave, tu sais, qui a été assouvi bon, c'est vrai que il y avait un décalage et c'est pas évident à comprendre, mais vu sous cet angle-là, comme tu nous l'expliques, évidemment, ça prend un autre sens. Ah ben, l'esclave dont parle le Coran, en l'occurrence, où il faut le bien traiter, c'est que le maître, il est responsable de son esclave. Quand je dis responsable, il est responsable. Ça veut pas dire une responsabilité relative par rapport à simplement une législation qui peut être plus ou moins boiteuse. Il est responsable à part entière. Il est responsable vis-à-vis de Dieu, tout simplement.
C'est ça, être responsable à part entière. Oui. À présent, dans une société traditionnelle, la législation est en rapport avec ces données-là. Ce qui veut dire que si un esclave est maltraité, c'est sur le maître qu'on tombe. Si un esclave agit mal, c'est au maître qu'on vient demander des comptes. En fait, quand un maître libère un esclave, c'est qu'il a réussi à le rapprocher plus près de Dieu. Il a réussi. C'est que les choses sont entrées dans l'ordre, voilà. Ouais. Alors, est-ce que c'est lui qui a réussi? Qui a réussi quoi? Toujours est-il qu'à un moment donné, cet esclave n'est plus esclave. Pourquoi? Parce qu'il est devenu libre. Pourquoi? Parce qu'il est apte à pouvoir être responsable de sa propre existence, de sa propre vie. Donc l'attitude de l'esclave, par son attitude, l'esclave va gagner sa liberté. L'esclave, non seulement il la gagne, mais par son attitude, s'il a une attitude libre, il est donc plus un esclave, c'est tout. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc il a changé d'état. C'est un changement d'état, c'est pas un changement de position sociale. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Attends, faut toujours reprendre des références qui sont autres que les références d'une société comme la nôtre, qui est en réalité, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, considérée par rapport à une société traditionnelle. Il s'agit là tout simplement de cette civilisation qui est appelée civilisation moderne. Elle est tout simplement une monstruosité, c'est une tumeur. Voilà ce que c'est. Donc, c'est intéressant d'avoir compris que l'esclave, c'est avant tout un état. L'état bien sûr. L'état d'esclave, quoi. Oui, c'est un état. Donc, il faut se libérer. Alors voilà, mais à présent, de nos jours, tu dis ça, les personnages croient se libérer en se révoltant contre des agissements injustes de la part de leurs exploiteurs. Je ne te dis pas qu'ils ont tort de rouspéter après l'exploiteur, tout ça est juste, mais simplement pour corriger la position, il faut pas devenir soi-même un exploiteur d'exploiteurs ou simplement un révolté contre tel ou tel aspect. C'est une autre histoire. D'accord. Ok, écoute, je te remercie bien. Bon, c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.